Il y a peu de policiers qui ont témoigné de leur vécu, que ce soit en France ou en Belgique. On devait d'ailleurs aujourd'hui être deux. Le deuxième s'est désisté. C'est pour ça que je voudrais vous remercier d'être là. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Ce sera très succinct. Donc agent des Hauts-de-France, donc agent de la force publique, policier dans le nord de la France. Ce qui est déjà pas bien, je vais commencer, c'est que vous n'avez pas de masque, moi j'en ai déjà un. Voilà. Vous êtes donc masqué, vous avez une cagoule. Tout à fait. Votre voix va sans doute être modifiée. Qu'est-ce que vous risquez à parler en tant qu'agent de la force publique, policier en France? Alors, il faut savoir que dès lors qu'on est fonctionnaire de police, gendarme, militaire, il y a le droit de réserve qui s'applique. Donc voilà pourquoi j'interviens aujourd'hui de manière anonyme, pour éviter tout souci et toute représaille de la part de la hiérarchie, voire plus haut. Alors, en France, il y a eu les gilets jaunes, il y a maintenant le Covid, avant ça, il y a eu le terrorisme. C'est quoi être flic en France aujourd'hui? La pourriture, je le dis réellement. Être policier aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir d'être policier et agent de police d'antan. On est en train de créer un nouveau monde et une nouvelle police, une milice. Est-ce qu'on peut toucher la question de l'intérêt normalement des forces de l'ordre, qui est de sauvegarder justement l'intérêt général et de ne pas être contre le peuple, alors qu'on a un peu l'impression maintenant que les policiers, depuis quand même longtemps, sont au service des intérêts particuliers et d'un gouvernement justement qui sert aussi des intérêts particuliers. Vous ressentez ça? Parfois oui. Parfois oui, dans le sens où il faut aussi savoir qu'on nous montre des fois ce qu'on veut voir dans les médias. Mais parfois aussi c'est réel ce qu'on montre. Donc effectivement. Comment vous vivez la période actuelle où on vous demande de verbaliser les gens qui sont dans la rue après 18h, parce que là, le couvre-feu vient d'être fixé à 18h, ce qui est quand même énorme, mais aussi les masques. Donc, expliquez un peu, je crois que là, on peut en dire pas mal sur ce qu'on vous demande et comment ça se passe. Alors, il faut savoir que lorsqu'on rentre en école de police, on est formé. À la sortie, on nous dit qu'on est maître de notre verbalisation et la constatation des infractions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On nous dit de faire des choses qu'on n'a pas à faire. Donc c'est très fatigant, c'est très frustrant, c'est usant. Certains collègues ont même complètement changé parce que ça devient même carrément du lavage de cerveau de la part de la hiérarchie, qui eux-mêmes aussi subissent des pressions plus haut. Donc ça redescend et on en subit aussi les conséquences. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire, par exemple? Un exemple très concret et très récent, le réveillon du Nouvel An. Donc on nous demande de venir avec des chiffres. Voilà. Une centaine d'infractions, une centaine de verbalisations par agent, sur une nuit. Sachant que la nuit, c'était le service des équipes qui verbalisaient, missionnées à cette mission. C'était de 20h à 3h du matin à peu près. Donc de 20h à 3h du matin, 100 verbalisations par agent. Il n'y a que Robocop, je pense, qui pouvait faire ça. Certains l'ont fait, ils étaient peut-être sous Red Bull. Moi j'étais sous cristalline, donc je suis revenu avec 0 PV. Donc ils demandent des chiffres, ils demandent que les agents ramènent un certain nombre d'infractions. En Belgique, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu vraiment des dérapages. Alors avant Noël, le soir de Noël, pendant Nouvel An, où il y a vraiment des policiers qui ont été très violents pour des situations vraiment justes. Il y avait 6 personnes à la place de 4. Ça s'est passé ici aussi? Ça s'est pas passé de la même manière, mais il y a eu des dérapages. Bon, après, à savoir que dans ce genre de manifestations, bon, il y a toujours des casseurs, hein, ça on va pas se leurrer, qui profitent un petit peu de la situation. Mais oui, bien sûr qu'il y a quand même eu une petite similitude.
Quelles sont les réactions de vos collègues et surtout qu'est-ce qui se passe quand vous avez une vision différente de vos collègues? Alors est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont une vision différente de vous et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en intervention par exemple avec des gens qui ne pensent pas comme vous? Alors, au niveau des collègues, il y en a énormément qui ont la même opinion que moi, mais ils n'osent pas s'exprimer, de peur des représailles, de peur de pression hiérarchique. Parce qu'on est sans cesse, dès lors qu'on prend notre service, il y a un petit débriefing des équipes, et il n'y a pas un seul débriefing maintenant depuis mars 2020 où la prise de service ne se fait pas sans pression. Donc j'ai perdu certains collègues qui étaient amis parce qu'on n'a pas les mêmes opinions. Certains, on a les mêmes opinions mais refusent totalement d'aller contre certaines directives qui sont inhumaines ou incompréhensibles vis-à-vis des usagers. C'est à peu près pareil. Certaines personnes, ont été lobotomisées avec tout ce qu'on entend dans les médias. Et d'autres, s'expriment assez ouvertement. Donc, en général, avec ces gens-là, moi, je m'entends super bien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement tente d'une certaine manière de monter le peuple contre la police, puisqu'en fin de compte, la police, c'est une soupape entre les gens et le gouvernement, et qu'ils se font un peu instrumentaliser là-dedans, les forces de l'ordre? En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Bon, il y en a qui s'en rendent compte, les policiers se rendent compte de ça? Bien sûr, certains, oui. Moi, en l'occurrence, le premier. Qu'est-ce qui se passe quand on vous demande de donner des ordres qui sont contraires à votre éthique, à votre morale? J'imagine en manifestation, quand on vous demande d'arrêter des gens ou de donner des amendes et que vous dites mais ça pourrait être mon frère, ma femme, et que ça contredit vos valeurs. Est-ce que c'est aussi ça qui est fort important dans le fait que vous voulez décrocher? Complètement. Complètement. Ça et plein d'autres choses. Des directives qui n'ont rien à voir avec la fonction de police. Police, gendarmerie, militaire, il faut savoir qu'il y a quand même une déontologie du comportement avec le citoyen. On est là avant tout pour protéger, pour servir, et non pas là pour aller arracher l'argent des poches des gens en leur verbalisant pour des mesures restrictives, incompréhensibles et totalement bêtes. Tout simplement. Vous avez l'impression qu'on rentre dans un état de dictature sanitaire? Nous sommes dans une dictature sanitaire. Ce n'est pas un ressenti, nous sommes en plein dedans. Et ce n'est pas fini, c'est que le commencement. Et vous êtes rendu compte de ça à partir de quand? Bon, disons que ça commence au mois de mars en France, en Belgique. À partir de quand vous dites là, on commence vraiment à nous donner des ordres et expliquez aussi, quand vous dites ils viennent d'en haut, est-ce que vous avez entendu en quoi il y a cette pression qui se répercute sur vos chefs aussi? Pour commencer déjà, ça a débuté déjà avec l'histoire des Gilets jaunes, donc bien avant quelques mois avant le Covid. Et pour répondre à la seconde, c'est que il y a des notes de service qui émanent des ministères. Donc parfois, il y a des fuites, on tombe dessus. Parfois, on nous les dit sans nous dire que ça vient de là-haut. Bon, après, je ne suis pas con et dupe pour certains de mes chefs. Je sais très bien que ça ne vient pas d'eux. Je sais que ça vient de beaucoup plus haut. Donc je n'ai pas besoin de leur dire si ça vient d'eux ou de plus haut. Je le sais pertinemment, moi comme d'autres collègues. Pour moi, je le dis toujours. Certains collègues se taisent. Et c'est ce qui fait justement le gros souci entre nous, entre collègues. Il y a eu pas mal de suicides de policiers, notamment pendant les Gilets jaunes. On parlait d'un suicide au moins par semaine, qui, selon moi, est sans doute dû justement à cette contradiction, cette dissonance entre le policier avec son uniforme et quand il l'enlève, il redevient citoyen et qu'il y a une trop forte différence entre les deux. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y a des suicides chez des collègues proches de vous? Est-ce que ces suicides se passent chez des flics de base, disons, ou bien aussi dans la hiérarchie et chez les gens qui décident? Très pertinente cette question. Alors il faut savoir que souvent, lorsque ça arrive, c'est des personnes déjà qui sont dans leur vie privée un peu affaiblies. Comme vous dites, dès lors qu'ils remettent leur uniforme, avec les directives qu'on a, certains ne tiennent pas. Donc
ils n'arrivent plus à faire la part des choses entre leur vie privée et leur vie professionnelle, pression de la vie privée, pression de la vie professionnelle, ça clash. Maintenant, au niveau des... Ça, on va dire que c'est les policiers de base. On l'affiche beaucoup plus facilement, que ce soit en interne ou dans les médias. Les officiers supérieurs, ça reste principalement en interne. Pourquoi? Pour simplement ne pas trop ébruiter ce qui se passe au sein de notre institution. Un policier, il doit rester fort à la base. Il peut pas craquer, hein, il peut surtout pas montrer qu'il craque. On est d'accord. Il y a aussi il y a quand même des policiers, on avait des images, notamment pendant la période des gilets jaunes, il y en a beaucoup, il y en a certains qui font du zèle, et qui font le contraire, qui font beaucoup plus que ce qu'on leur demande en termes de violence. On a ces images je crois que c'était un McDo où ils frappaient vraiment fort. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça, et aussi qu'à un moment donné, on assimile tous les flics à ça, quoi. On se dit... et qu'est-ce que ça vous fait aussi quand vous voyez des policiers en intervention ou à d'autres moments que vous apprenez qu'ils ont fait ça? Ça doit aussi être violent. Alors moi, quand je vois ça, c'est clair que je suis contre, hein, totalement, hein, comme je le disais tout à l'heure, voilà, police, gendarmerie, militaire. On est là en premier lieu pour protéger les gens, protéger la population, et non pas agir de cette façon. Moi, quand je vois ça, je souhaite simplement de tomber sur ce collègue-là et de lui faire peut-être pire. Donc ouais, donc ce qu'on voit donne lieu quand même à des tensions énormes dans les équipes. Totalement. Est-ce que souvent ces policiers qui font de l'excès de zèle, hein, c'est encore un euphémisme de dire ça, est-ce que on n'entend pas souvent qu'ils sont punis au fait? On dirait presque qu'on encourage et je reviens sur le fait de monter la population contre la police contre la population. On dirait presque qu'en ne les punissant pas, on encourage à ce qu'ils continuent de tels actes. Ça va peut-être être choquant, la réponse à votre question. Souvent, la punition qu'on leur inflige, c'est simplement une mutation de service ou une mutation de vigueur. C'est la simple punition qu'on leur inflige, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me rebute. Énormément de choses qui me rebutent. Est-ce que vous pensez qu'il y a de nombreux policiers qui ont de l'empathie vis-à-vis des gens qu'ils ont en face d'eux? J'imagine toujours, vous savez, ces manifestations, on a un cordon de policiers devant, ou avec des cagoules, et on les voit dans les yeux, et on essaie de ressentir, et on se dit, mais on est dans des combats communs, on a des femmes, des enfants qui font peut-être partie des services considérés comme non officiels, qui font partie des étudiants, qui se battent contre ce monde inique. Est-ce que vous en pensez qu'il y en a beaucoup qui se disent je peux plus, ou qui ont cette empathie, ou ça devient des robots? Ceux qui restent deviennent des robots ou... Alors je vais vous le dire, hein, franchement et sincèrement, souvent ceux qui sont en tête de ligne, ceux qui sont tout devant, c'est des robots. Et en général, ceux qui se mettent derrière, c'est ceux qui ont de l'empathie. Parce que ceux qui veulent se mettre au début, c'est comme ça que ça se passe, hein, lors de manifestations, lors d'émeutes. Voilà, on fait un plan d'action avant que ça commence, et chacun dit à l'autre, c'est moi qui passera devant, c'est moi qui me mettrai en première ligne, parce qu'il a envie de taper, il a envie de faire le robot, il a envie de faire le cow-boy. Voilà, il a envie de blesser gratuitement, il a peut-être des frustrations, je sais pas, il a peut-être pas, excusez-moi du terme, il n'a peut-être pas couché avec sa femme la veille, donc il est frustré, il veut taper sur des personnes en face de lui qui n'ont pas demandé à se faire frapper. Simplement des gens qui veulent s'exprimer, tout simplement. Donc moi, ça, c'est hors de question. Je me mettrai jamais devant. J'ai toujours été derrière. Et je me mettrai toujours derrière. C'est très important ce que vous dites là, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui utilisent le pouvoir qu'ils ont comme policiers pour, on le savait, hein, mais pour gérer certaines frustrations qu'ils ont. Mais ce qui est fou, c'est que la hiérarchie les laisse faire, donc ils les utilisent aussi. Ils ont besoin de ces flics qui tabassent. Ils en ont besoin, mais eux-mêmes aussi sont un peu comme ça. Eux aussi sont frustrés. Comme ils ne peuvent pas le faire parce que tout simplement c'est pas des hommes de terrain, donc ils prennent le plaisir à voir les autres le faire. Tout simplement.
Ouais, donc ceux de dessus aussi font partie du problème. Pas tous, mais il y en a. Quelles sont en gros les directives de vos supérieurs en matière de respect des mesures Covid? Aucune tolérance pour le masque. Aucune tolérance. Aucune tolérance pour le masque. Tout ce qui est rue piétonne, rue commerçante, pareil. On est même invité à demander à garder des distanciations. Alors ça, c'est quasi impossible et infaisable. Plein de directives qui nous tombent comme ça, qui n'ont ni queue ni tête. Donc, certains collègues acquiescent. Moi, je suis toujours là à lever le doigt en expliquant que c'est pas possible. C'est impossible. Allez-y, par exemple, dans une rue piétonne, que ce soit, je sais pas, toute grande ville, énormément de monde, comment voulez-vous rentrer au milieu des gens en leur disant « Monsieur, madame, gardez 1 mètre entre vous ». C'est quasi impossible. On va vous piétiner, même. C'est pas possible. Et donc des gens qui ont le masque sous le nez, vous pouvez les verbaliser, quoi. On vous invite à les verbaliser. Exactement. Et il y a certains de vos collègues qui le font. Certains collègues le font. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une marge énorme qui est laissée à l'arbitraire. Parce qu'on voit très bien, moi en Belgique, j'ai croisé des policiers qui m'ont dit maintenant on remet le masque, mais j'ai entendu que d'autres qui avaient le masque sous le nez ont eu 250 € d'amende. Exactement. Et donc cet arbitraire laisse vraiment place à quelque chose de justement un peu totalitaire comme ça, où... On revient toujours à l'empathie, hein. Celui qui ne verbalise pas, moi je suis plus tendance à inviter les gens à le mettre, quand bien même je suis contre le masque. Voilà pourquoi je ne verbalise pas, tout simplement. Maintenant, les personnes qui veulent verbaliser, déjà à la base, c'est des gens qui aiment verbaliser pour rien. Là, on leur donne pratiquement, entre guillemets, les pleins pouvoirs pour verbaliser plus facilement. Donc voilà, ils se frottent les mains. Hein. Leur frustration... C'est un peu pervers. Complètement. Peut-être même qu'ils verbalisent en ayant une érection. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que les policiers eux-mêmes mettent le masque quand ils sont entre collègues? Ouais. Même en J'ai entendu que dans certains commissariats, il y en a plein qui n'avaient pas le masque. En France, ils le mettent. Ils le mettent? En France, ils le mettent. Vous pensez qu'eux-mêmes respectent les mesures qu'ils font respecter à d'autres? Parce que ça serait le comble de la perversité aussi. Complètement. Certains ne le font pas. Certains ne le font pas. Certains supérieurs ne le font pas. Moi, je ne suis pas un supérieur, je ne le fais pas. Mais on ne peut pas me verbaliser. Tout ce qu'on peut faire, c'est élever la voix et, voilà, m'admonester, et ça me fait rire. Et sans le masque, on ne peut pas me voir que j'ai un beau sourire. Voilà pourquoi je ne l'ai pas. Ça va peut-être un peu fort ce que j'ai demandé, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la police actuellement est vraiment le bras droit pour aider le gouvernement à mettre en place un système totalitaire où on perd toutes nos libertés J'ai bien envie de dire oui. Et d'un autre côté, vous êtes justement du côté des citoyens, et peut-être que vous vous dites qu'il faudrait changer beaucoup de choses, qu'il devrait y avoir une souveraineté populaire qui devrait reprendre sa place. Alors, avec ce qu'on vit actuellement, j'ai invité énormément de collègues, que ce soit ici dans le Nord ou dans d'autres régions, hein, parce que j'ai des amis un petit peu partout en France. Je les ai invités à voir un film qui date de quelques années, qui se nomme V pour Vendetta. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Et alors, est-ce que le scénariste avait un don médium? Parce que ce film reprend exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Réexpliquez un peu, pas tout le film, mais l'idée principale que vous voulez faire passer à vos collègues en leur disant de voir ce film. Il faut se soulever. Voilà, le soulèvement, tout simplement. C'est intéressant d'entendre ça. Mais proprement. Un soulèvement propre. Intelligent. Avec diplomatie. Mais s'il le faut... Avec violence? Violence, non. Mais s'il le faut, avec force. Voilà, tout simplement.
On essaye de nous faire passer des choses avec force. Donc nous, voilà, faut être diplomate. Et si on veut pas nous écouter, faut qu'on se fasse aussi entendre avec force. Sans casse, mais on peut utiliser la force sans causer de dommages collatéraux. C'est intéressant d'entendre ça venant d'un policier, qu'il faut utiliser la force intelligemment. Mais en même temps, vous êtes entre guillemets jugé parti, puisque quand on veut utiliser la force, on a la police devant soi qui devient quand même de plus en plus violente, à qui on donne de plus en plus de droits aussi. Il faut le dire, hein, là j'ai lu en Belgique des textes de la Chambre où il disait que je sais pas s'il y a ça en France aussi, les forces de l'ordre devaient s'adapter à des nouvelles formes de contrôle social avec utilisation de drones et donc ils vont de plus en plus se serrer la vis. Mais en même temps, vous dites qu'il faut que le peuple doit arrêter d'être à genoux devant les tyrans. Hein, c'est ce que disait la Boétie. C'est assez puissant d'entendre ça venant d'un policier. Peut-être que ça va redonner de l'espoir à certains jeunes qui commencent aussi, notamment dans des milieux plus défavorisés, à détester la police. Et je crois que c'est en train de se généraliser. Je reviens à l'idée qu'on a vraiment l'impression qu'on monte les uns contre les autres alors que vous devriez être, en fin de compte, à notre service. Pour terminer, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez envie de réagir à ça, mais est-ce que vous avez aussi envie d'aborder des points qu'on n'aurait pas abordés, dire quelque chose et peut-être faire passer aussi un message à vos collègues ou à ceux qui ne vous écoutent pas ou ceux qui vous écoutent Alors, ce que j'ai envie de dire, exactement, je le dis aussi tout le temps, hein, ça aussi, c'est que il faut bien avoir dans sa conscience qu'il y a des bons et des mauvais partout. Donc ceux qui font un amalgame avec la police, que la police est une milice en général, non. Par contre, je vais peut-être grossir un peu, on va dire 70% dans la police, gendarmerie, voilà, ont été, je sais pas si je peux dire ça, ça va être un mot un peu fort, lobotomisés pour aller justement dans le sens des gouvernements, dans leur prise de décision afin de créer un nouvel ordre. Et à ces gens-là, moi je leur dis, c'est imagé, hein, c'est une métaphore, nous, peuple, agents de police, lorsqu'on est en civil, on fait partie du peuple, d'accord? On est dirigé, comme je le dis aussi souvent, ça fait rire plus d'un, par une table illuminée. Ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? Cette table illuminée, nous sommes en dessous. Ils sont en train de jouer au poker avec nous. Il suffit simplement de se lever, la table se renverse. Je parlais de ce genre de ce soulèvement. Voilà. Se soulever proprement, sans frapper, sans donner de coups, et essayer justement à faire comprendre aux policiers qui ont un voile devant les yeux dans leur façon d'agir que derrière ce voile, il y a des humains. Il y a de la chair, il y a du sang, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des familles. Eux-mêmes ont leur famille. Mais malheureusement, on les a tellement endoctrinés que dès lors qu'ils mettent leur uniforme, qui lui est le voile, ils oublient qui ils sont. Tout simplement. J'ai encore envie de demander une question par rapport à la gauche qui a parfois qualifié la police de chien de garde du capital. Quand c'est bon, rappelons quand même que Macron, c'est les Rothschild. En Belgique aussi, beaucoup de ministres sont liés quand même à des familles assez fortunées, ou en tout cas viennent du milieu riche. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous dites? Je ne veux pas trop me prononcer sur ça parce que voilà, je pense que c'est pas un sujet. C'est clair que je suis contre ça aussi, hein, ça c'est sûr et certain. Et mis à part ça, sans commentaire. Je pense que ça répond à votre question, sans commentaire. Merci.